Hop, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes en direct. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RS Components et présenté aujourd'hui par Mesdames Laetitia Vaugier et Ingrid Hav de Phoenix Contact, qui aborderont aujourd'hui les problématiques de cybersécurité et comment bâtir un réseau industriel fiable et robuste. Pour ma part, je vous souhaite un excellent webinaire et maintenant, je laisse la parole à Phoenix Contact. Bonjour tous. Donc aujourd'hui, le webinaire va porter, donc, comme on l'a déjà dit, sur la sécurité des systèmes et des données informatiques, et on va vous expliquer comment construire un réseau robuste et sécurisé pour faire face aux cyberattaques. Donc je vais me présenter, Ingrid Affre, donc responsable produit pour la partie réseau industriel et cybersécurité. Donc c'est tous les produits autour de la communication industrielle, des switches par exemple, des VLAN ou alors des produits de cybersécurité, les pare-feux. Et moi, donc Laetitia Vaugier, donc je m'occupe des produits qui concernent tout ce qui concerne la connectique industrielle. Donc on va du RJ45, IP20, IP67, en passant par le M8, le M12, donc connecteur pour capteur actionneur, et on peut aller jusqu'au connecteur rectangulaire étanche, plus robuste et plus encombrant aussi. Donc, avant de commencer à rentrer dans le détail, tout d'abord, pourquoi aujourd'hui il est important d'avoir un réseau robuste à l'heure de l'industrie 4.0, donc on peut aussi appeler l'industrie du futur, où vraiment aujourd'hui tout est connecté et interconnecté. On peut voir, et c'est peut-être le cas chez vous, vous pouvez avoir diverses structures de réseau. Ça peut être divers réseaux aussi, fibres, ça peut être du RJ45, mais aussi des machines qui sont en boucle ou d'autres moyens de communiquer. Aujourd'hui, les machines communiquent entre elles, c'est ce qu'on appelle des lots ou des îlots, ou alors elles peuvent aussi communiquer avec le monde extérieur. Donc vraiment, aujourd'hui, l'entreprise est interconnectée et tout est connecté. Grâce aussi au fait que les machines sont connectées, ça peut vous permettre à vous de récupérer des données sur les machines et pour après et sur le réseau afin de pouvoir faire des diagnostics et aussi pouvoir améliorer le réseau. Donc, comme je viens de vous dire, si vous voyez qu'il y a des lacunes ou des problèmes sur le réseau, aujourd'hui, vous avez des moyens de pouvoir résoudre et trouver où est le problème. Aussi, le fait que vos machines puissent être connectées à l'Internet, ça peut vous permettre de faire la télémaintenance, c'est-à-dire de pouvoir accéder à distance pour paramétrer la machine ou alors pouvoir donner la main à des externes de votre entreprise pour qu'ils puissent paramétrer ou même agir en cas de problème. C'est un gros avantage, on le voit particulièrement aujourd'hui. Ça évite les déplacements et ça permet de faire des gains de temps puisqu'il n'y a plus de déplacement ou alors des gains d'argent puisque finalement, il n'y a plus la partie temps et coût de déplacement. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, il est important d'avoir un réseau robuste parce que si votre réseau il n'est pas robuste, il y a des coupures. Vous pouvez avoir des coupures du coup sur vos machines, elles sont plus connectées et alimentées et de ce fait, vous pouvez avoir des arrêts de production pendant quelques heures ou même des fois pendant quelques jours. Et il est important d'avoir un réseau sécurisé pour éviter que des personnes non autorisées ou malveillantes puissent accéder à votre réseau, accéder à vos machines et potentiellement pouvoir remonter dans tout le réseau et pouvoir récupérer des données plus confidentielles de manière générale sur votre entreprise. Aujourd'hui, dans une entreprise industrielle, on a généralement deux réseaux. On a le pur réseau IT, qu'on appelle aussi informatique, qui là va desservir aujourd'hui les outils plutôt bureautiques. C'est-à-dire que c'est plutôt des ordinateurs, c'est des serveurs. Et pour ce réseau IT, aujourd'hui, il existe des solutions, des logiciels qui permettent de les protéger de cyberattaques. En parallèle à ce réseau-là, vous avez votre pur réseau OT, donc votre pur réseau où là, vous avez vos machines, votre réseau industriel, où là, vous pouvez aussi avoir différents points d'accès. Et c'est vrai que souvent,
on a tendance à oublier ces différents points d'accès. Déjà, vous pouvez accéder au réseau via vos machines directement en vous pluguant avec une clé USB ou avec un ordinateur directement sur les machines. Vous avez aussi vous pouvez avoir des VLAN qui permettent de faire de la communication à distance sans fil. Et ces VLAN peuvent aussi servir de point de connexion, par exemple, à des smartphones. Et en donnant cette connexion à des smartphones, finalement, vous pouvez ouvrir le réseau aussi à des personnes qui ne sont pas autorisées ou qui sont inconnues à la société. Et enfin, vous avez le réseau de base qui est le réseau Internet qui permet de connecter les machines entre elles et qui là aussi peut être un accès directement pour les cybercriminels. Donc, on voit bien qu'à ces deux réseaux, ces deux protections différentes qu'il faut amener et ces deux gestions complètement différentes. Donc, il faut bien les distinguer parce que c'est pas parce qu'on a protégé son réseau IT qu'automatiquement on a protégé son réseau OT et inversement. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et on a dans ces cas-là les deux mondes IT et OT, donc informatique et les automaticiens qui peuvent se rencontrer et qui peuvent travailler ensemble pour protéger le réseau de A à Z. Là, je vous montre un exemple de réseau juste pour vous montrer que dans un réseau, on peut retrouver différents types de réseaux. Vous pouvez avoir typiquement un réseau RJ45 où là, vous connectez des machines entre guillemets standards. Vous pouvez aussi avoir un réseau qui est en fibre et en parallèle, vous pouvez aussi avoir des machines différentes. Donc, vous pouvez avoir des machines standards et vous pouvez avoir des machines qui donnent plus PoE, qu'on appelle aussi Power over Ethernet, souvent que l'on retrouve plus pour des caméras de vidéosurveillance. Voilà, on retrouvera et assez à chaque réseau, à chaque machine, type de machine. Derrière, ce n'est pas les mêmes outils, les mêmes produits que l'on va utiliser pour distribuer finalement votre réseau. Donc, il est important de bien connaître son infrastructure, ses machines et ses réseaux pour derrière avoir les produits correspondants qui vont vous permettre d'avoir une communication fluide et sans interruption. Donc voilà, maintenant on va rentrer plus dans le détail sur la partie plus réseau et robustesse et sécurité. Donc la première partie, c'est la partie robustesse du réseau, comment avoir un réseau qui fonctionne correctement sans avoir de coupure ou de personnes qui viennent interférer. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut vraiment choisir son produit qui va distribuer le réseau en fonction de ses besoins, en fonction aussi derrière des machines que vous avez, parce que suivant votre besoin et les machines, vous avez deux types de switch. Donc, vous avez des switches non manageables, qui là sont plus vous les mettez et ils fonctionnent automatiquement, pas besoin de les paramétrer. Et à l'inverse, vous avez des switches non manageables que vous pouvez configurer sur le portail. On a un portail de management. L'avantage du fait qu'ils soient configurables, c'est aussi que vous pouvez avoir des diagnostics, c'est-à-dire qu'ils vont vous remonter des informations sur le réseau. Donc, si vous voulez avoir des diagnostics, il faut partir sur des switches manageables. Ce qui veut dire qu'il y a une meilleure connaissance du réseau et que vous allez pouvoir derrière utiliser ces informations-là, soit pour améliorer votre réseau, soit pour le réparer s'il y a un problème. Les switches manageables aussi vont vous permettre de faire de la redondance. Donc, la redondance, c'est ce qu'on appelle vous pouvez faire, par exemple, par anneau. C'est-à-dire que votre réseau, il va faire une boucle. Donc, si une partie du réseau tombe, automatiquement, les deux switches vont communiquer entre eux. Ils vont dire, ah, attention, moi, j'ai perdu la connexion. Moi, j'ai plus de connexion. Donc, dans ces cas-là, ils vont discuter ensemble et le réseau, au lieu, par exemple, de passer dans le sens d'une aiguille d'une montre, il va aller dire, moi, là, je m'arrête là, je peux plus communiquer. Donc, le réseau va partir de l'autre côté grâce au deuxième switch qui va prendre le relais.
Donc, ça permet d'avoir en permanence un réseau en cas d'incident. Voilà pour ces deux différences. Sur les switches non manageables, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une nouvelle gamme qui est sortie, les switch min, qui sont extrêmement fins. C'est ceux que vous pouvez voir sur la partie de gauche, qui font 2,5 cm. Donc, en gros, la taille d'un pouce pour le 5 et pour le 8 ports. Donc, vous imaginez la taille que ça fait et le gain de place que vous pouvez avoir, par exemple, dans un cabinet, dans une armoire. Et pour les suites manageables, on a deux versions, des suites qu'on va appeler intelligents, qui ont l'avantage du suite non manageable, qui sont faciles à paramétrer, qui ont une partie redondance. Et après, on a des manageables plus, où là, on a vraiment un maximum de redondance. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le premium en termes de switch. Donc maintenant, comment sécuriser votre réseau au travers d'un switch? De manière générale, les switches manageables ont des fonctions de sécurité. Tout d'abord, on a la sécurité via l'adresse MAC. C'est-à-dire que sur chaque port, vous allez pouvoir contrôler les adresses MAC qui communiquent et pouvoir bloquer ou interdire les autres adresses MAC que vous estimez qui ne sont pas autorisées. Vous avez aussi l'authentification EE 802.Radius qui, là, permet de contrôler les profils clients et d'autoriser ou de pas autoriser. Ça permet de gérer l'accès. Et enfin, la partie HTTPS. Comme je vous ai dit, quand vous allez vouloir paramétrer votre switch, vous avez la possibilité, bien sûr, d'utiliser une carte SD qui reprend les paramétrages que vous avez déjà utilisés. Mais si c'est un nouveau switch ou un nouveau paramétrage, vous allez sur le portail web et cette connexion est faite en HTTPS. Donc, le S de sécurité qui permet de voir que le portail est bien sécurisé. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais laisser la main à ma collègue Laetitia et je vous retrouve après. Alors, on va continuer dans ce qui concerne la sécurité du réseau, mais cette fois-ci vraiment d'un point de vue physique et du matériel, mais matériellement parlant, effectivement. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses toutes bêtes, c'est-à-dire que très souvent, on ne veut pas que quelqu'un vienne avec des intentions pour réaliser des dégâts, en fait, et viennent intervenir sur le réseau, ou parfois, c'est pas forcément une mauvaise intention, croyant bien faire, mais va intervenir et débrancher un patch cable ou un connecteur, alors qu'il aurait mieux valu s'abstenir. Donc, en fait, il y a deux interventions, c'est éviter le retrait du patch cable, et à l'inverse, éviter que quelqu'un vienne brancher sur un port qui est encore pour l'instant inoccupé, un cordon et amener des données ou essayer d'en soutirer alors que vous ne le souhaitez pas. Donc, pour ce faire, en fait, il existe des accessoires. Donc là, typiquement, alors c'est quelque chose que vous voyez sur ce qu'on appelle, nous, un patch panel. Donc, un patch panel, en fait, ça permet de récupérer un câble qui vient de l'extérieur de l'armoire et de le distribuer à l'intérieur. Donc, ce petit plug guard, qui est un accessoire en plastique, va venir, en fait, se mettre tout autour de l'alvéole du port. Et ce qui fait que lorsque vous allez amener un patch cable, en fait, le latch du RJ45 sera complètement absorbé par l'accessoire et il vous faudra un outil pour venir libérer le latch. Qui dit outil, dit sécurité, puisque par définition, à main nue, l'intervenant ne pourra pas, même en essayant de passer un peu longue ou tout autre essai, il n'y arrivera pas. Donc, en fait, cet outil vous garantira complètement la sécurité de la chose. De la même manière, en fait, lorsque vous voulez empêcher une connexion sur un port qui pour l'instant est inoccupé, donc l'idée c'est de fabriquer en quelque sorte un petit bouchon. Donc là, nous avons ce qu'on appelle le port guard. Donc en fait, il suffit de le mettre au préalable et il dispose là encore d'une petite clé qui lui est propre, qui permet en fait évidemment que personne ne puisse enlever ce petit obturateur de manière inopinée. Donc il faut être équipé même d'un tournevis ou autre, ça n'ira pas, il lui faut sa clé sécuritaire. Voilà. Donc, encore une fois, à main nue, personne ne peut ni déconnecter le patch cable, ni à l'inverse, venir occuper un port qui doit rester libre.
Alors, le deuxième point qu'on peut voir pour sécuriser de manière physique un réseau, en fait, c'est la technologie avec laquelle on va le constituer. Donc, évidemment, à l'heure actuelle, on dispose essentiellement, je dirais, d'une technologie cuivre qui est très, très répandue sur le marché. La fibre optique tend à se répandre. On va avoir les avantages de l'un comme de l'autre. Alors, le match est assez, je dirais, équilibré, puisque même si la fibre optique, on va le voir, présente d'énormes avantages, elle est évidemment contrebalancée par des inconvénients. Bon, un peu de la même manière aussi pour le cuivre. Comme vous pouvez le voir, donc les avantages, c'est que le cuivre, c'est quelque chose qui est très connu, qui est très adapté aux installations fixes et de petites installations, je dirais. Les moins, c'est que évidemment le blindage reste ce que le câble peut vous offrir, d'accord, ce qui n'est pas le cas pour la fibre optique, puisque la fibre optique, vous savez que l'immunité est bien plus grande, hein, que ce soit en monomode ou en multimode. Vous aurez des distances de transmission qui seront aussi bien plus importantes et des débits aussi plus importants. Les avantages de l'un comme de l'autre vont se retrouver. Alors, si on parle d'outillage, par exemple, vous aurez un outillage qui est très standard pour le cuivre, hein, puisque n'importe quel installateur ou artisan sera d'office équipé cet outillage adéquat. C'est moins vrai pour la fibre optique. Il est vrai que la fibre optique nécessite un savoir-faire ainsi que des outils spécifiques et généralement, de par ce fait, présente un coût aussi supérieur, sans compter le coût évidemment du produit lui-même. Voilà. Donc, en plus, en cuivre, de plus en plus, en tout cas chez Phoenix Contact, nous proposons des connecteurs, que ce soit M12 ou RJ45, à confectionner sans outils. Donc, pour augmenter cette facilité de câblage, cette autonomie quand on est sur le terrain aussi. Donc, évidemment, la fibre optique, de ce point de vue-là, est quand même un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. D'un point de vue cuivre, donc, il y a à prendre en compte les typologies pour les bus de terrain. Donc, vous connaissez tous Profibus, Canopen ou DeviceNet, par exemple. Donc, où là, on retrouve en plus des connecteurs qui sont standardisés, tels que les M8, les M12 et parfois les 7/8e, si je pense à d'autres bus. Vous retrouvez ces cordons surmoulés chez Phoenix Contact en IP67 au minimum et en plus, évidemment, avec le respect de la typologie des bus de terrain. Donc, là, typiquement, vous voyez bien le code couleur qui est respecté en fonction du bus qui sera amené à être mis en œuvre. En ce qui concerne les réseaux, donc là, les réseaux, on a Profinet, Ethernet et autres. On se retrouve avec une typologie de connecteurs qui est un petit peu plus variée, puisqu'on quitte juste les M12. On va se retrouver cette fois-ci avec du M8, par exemple M8 Code HD chez Phoenix Contact, les M12, donc on vient de les voir, mais aussi des RJ45, et cette fois-ci, on peut les avoir en IP20 comme en IP67. Hein. Donc, ça aussi, ça permet une diversité. Je dirais qu'en fibre optique, là, vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle des zip cords. Bon, c'est l'équivalent des patch cables cuivre. Alors, donc, avec une variété de connecteurs qui est un peu moins grande, puisqu'on va dire qu'on tourne autour de 3 grandes typologies qui sont le LC, le SC et le ST. D'accord. Vous avez un degré de protection qui ne sera que de l'IP20, évidemment, dans les cas de figure utilisés. Et donc, certes, la liaison sera, je dirais peut-être pas plus fiable, mais en tout cas très sécurisée d'un point de vue CEM, d'un point de vue immunité. En revanche, les connecteurs sont, pour le coup, un petit peu moins robustes. On va dire ça comme ça. Donc, si je résume, juste pour faire le finish sur le cuivre et la fibre optique, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne le cuivre, en tout cas, il faut toujours bien, pour votre réseau, vérifier déjà la catégorie d'utilisation, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, puisque, en fait, quand j'ai vu les réseaux, chacun peut définir en plus selon les catégories. Vérifier aussi les besoins en flexibilité du câble, puisque, effectivement, on ne peut pas utiliser un patch cable je dirais bureautique à l'intérieur d'une usine. Ça n'a pas du tout la même, vous n'avez pas besoin de la même souplesse, de la même robustesse mécanique aux agressions chimiques et aux agents lessiviels, par exemple. Et
Si vraiment l'application se trouve dans un environnement qu'on appellera agressif ou qui comporte des problèmes de CEM ou des grandes distances, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter, pour sécuriser le réseau, à passer sur de la fibre optique, le cuivre ne pouvant pas vous permettre ce genre de choses. J'en profite pour finir sur la fibre optique, parce qu'en fait, souvent la fibre optique, on en fait tout un monde. C'est vrai que c'est plus complexe à mettre en œuvre. Chez Phoenix Contact, on a l'avantage de proposer un produit, par exemple, qui s'appelle le FDX20. Donc, c'est un boîtier d'épissure en français. Cette boîte, c'est un répartiteur ou une boîte de distribution qui vous permet en fait de passer du monde extérieur à l'intérieur de l'armoire en répartissant les fibres en fait. Donc, c'est un boîtier en métal qui est fait, qui reprend le design de certains de nos switches, dans la gamme que l'on vient de voir avec Ingrid, et qui comporte l'avantage d'avoir les connecteurs en façade et à l'intérieur des fibres qui sont déjà pré-câblées. Il reste à réaliser ce qu'on appelle une opération d'épissure. Certes, c'est un petit peu complexe, mais si vous voulez, ils sont prêts à être assemblés. Et c'est un énorme avantage par rapport à toute la topologie d'un réseau que l'on veut passer en fibre. Juste pour finir sur cette petite boîte, en fait, voilà toutes les typologies que l'on peut présenter à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, on retrouve les connecteurs dont je parlais tout à l'heure, les LC, les SC et les ST, d'accord, et les différentes catégories de fibres. Donc, si je résume d'un point de vue pratique, physique, je dirais, le réseau robuste, pour en rester là, c'est un réseau bien géré. On l'a vu avec le choix du switch, donc manageable, non manageable, par exemple. L'adéquation de la technologie, certes, il faut le penser à l'avance, mais est-ce qu'on part sur du cuivre ou est-ce qu'on part sur de la fibre? Et parfois, ce sont des petits accessoires, mais il faut y penser. Le choix de ces accessoires peut vous éviter du vandalisme ou des opérations non voulues des intervenants sur le réseau, en tout cas. Voilà. Donc, je vais rendre la main à Ingrid et vous allez un petit peu plus voir la cybersécurité dans son ensemble, la gestion des mots de passe, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc, voilà, comme on l'a dit, le réseau robuste, c'est bien, fiable, c'est bien, mais si derrière, on le protège pas des cybermenaces, finalement, le réseau, il va être corrompu ou des gens vont pouvoir rentrer aussi d'une autre manière que comme on l'a vu avec Laetitia, physiquement. Donc, on va voir justement des gestes entre guillemets quotidiens ou que l'on peut donner à ses employés pour éviter justement une cyberattaque. Et on va voir que c'est des gestes qui peuvent être faciles à mettre en place et qui peuvent être au quotidien. Avant d'en venir à qu'est-ce qu'il faut faire, d'abord, je pense qu'il est important d'un peu se dire que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, et ça, je pense que vous l'entendez dans les médias, on le voit. Il y a des grandes entreprises qui se sont fait récemment attaquer, même depuis certaines années. Et tout ça est dû aussi à l'environnement, à la technologie, et justement, on va voir pourquoi il y a une différence entre il y a peut-être 15-20 ans et aujourd'hui, et que finalement, ça va continuer de s'accélérer, il va y en avoir de plus en plus parce que aussi le réseau et la manière dont on travaille amène à justement être de plus en plus connecté. Donc, avant le 21e siècle, on était plutôt dans de l'automatisation. Aujourd'hui, on est passé, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'industrie 4.0, qui veut dire automatiquement être ouvert sur le monde extérieur et être connecté à l'Internet. Les technologies de travail ont évolué. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi on parle de ça maintenant? Avant, on était avec des ordinateurs et des téléphones fixes, c'est-à-dire qu'on avait un ordinateur dans notre entreprise, sauf souvent, certains commerciaux, mais finalement, à part certains commerciaux, on était tous dans le monde de l'entreprise, on était tous en permanence connectés à l'entreprise. Donc, finalement, on n'avait qu'un seul réseau et au-dessus, il y avait les informaticiens qui voyaient ce qu'on faisait et qui fermaient le réseau.
Aujourd'hui, et on l'a vu là en plus avec cette période de pandémie, voilà, on a de plus en plus d'ordinateurs fixes, on le ramène chez soi, on a des smartphones aussi, et donc tout ça fait que automatiquement on se connecte à d'autres réseaux que celui de l'entreprise ou même celui de la maison. Les modes de travail en parallèle ont changé. Avant, comme je l'ai dit, on était au bureau. Là, on est de plus en plus nomade. Donc, on va le prendre, on va se connecter dans un aéroport, on va se connecter à un hôtel, dans un hôtel, au restaurant. On a fait du home office. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il en ressort de ces 3 derniers mois. Malheureusement, le virus n'a pas été, entre guillemets, physique, ça n'a pas été que seulement la COVID-19, mais on voit aussi qu'il y a eu une augmentation des cyberattaques. Pourquoi? Parce que finalement, on n'était pas préparé. Donc, des gens ont sorti l'ordinateur du bureau, l'ont mis chez eux sur un réseau qui n'est pas obligatoirement autant sécurisé qu'à l'entreprise. Certains, dans un premier temps, ont utilisé leur ordinateur même personnel, voilà, dans les premiers jours parce que tout est arrivé très vite. Donc, connexion à des logiciels de l'entreprise via notre ordinateur, pas toujours, voilà, les outils nécessaires. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ouvre vraiment et on ouvre des portes d'entrée aux cybercriminels. Les mentalités aussi ont évolué. Avant, comme c'était souvent ordinateur de bureau, on avait un forfait sur smartphone qui était moins ouvert. Donc c'est vrai que l'ordinateur et le téléphone, c'était vraiment un usage professionnel. Aujourd'hui, on peut l'amener à la maison, on peut l'amener en vacances, donc on peut potentiellement regarder des films, télécharger ses photos de vacances, voilà, mettre une clé USB d'une autre personne et automatiquement en allant sur plus de sites, en téléchargeant des applications, en mettant des clés USB, et encore une fois là, c'est de plus en plus de potentiellement d'attaques qui peuvent être amenées via ces outils et via ces applications. On l'a vu, il y a des fausses applications sur les smartphones, fausses applications météo qui après viennent dérober vos mots de passe, des fausses applications de jeux, pareil, qui viennent prendre vos informations personnelles. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, les cyberattaques aussi se multiplient. Maintenant, on va voir concrètement, voilà, au niveau des cyberattaques, où on en est en France. 8 entreprises sur 10 ont été victimes d'une cyberattaque ou d'une tentative de fraude. Vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup parce que déjà, moi, mon entreprise, elle a pas été victime d'une cyberattaque. Victime d'une cyberattaque, ça ne veut pas dire que automatiquement vous le voyez. C'est-à-dire qu'au-dessus de vous, vous avez le service informatique qui lui manage votre sécurité. Donc lui, il peut être alerté et il peut bloquer via des produits les cyberattaques. Donc pour vous, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, mais ce qui ne veut pas dire que votre entreprise n'a pas été victime d'une cyberattaque, sauf qu'elle a été stoppée parce que derrière il y a les bons outils qui permettent justement d'éviter ce genre d'attaque. Donc c'est pas parce que vous le voyez pas que votre entreprise n'est pas victime de cyberattaque. Pareil, vous dites au quotidien, j'ai pas été victime de cyberattaque. Si vous regardez, vous avez peut-être reçu voilà, sur des WhatsApp ou par SMS des pubs, un voyage à gagner, des bons d'achat dans la grande distribution. Tout ça, en fait, c'est des cyberattaques que vous voyez pas parce que vous n'avez pas cliqué. Mais derrière, si vous cliquez, potentiellement, vous allez atterrir sur un site où on va vous demander votre carte bleue, des renseignements personnels. Donc voilà, c'est parce que derrière, vous avez les bons gestes de cybersécurité.
plus de 32% de cyberattaques entre 2018 et 2019. Pour 2020, aujourd'hui, bon, les grosses cyberattaques qu'il en ressort, c'est beaucoup via, ça a été un tournant avec la Covid-19, beaucoup d'attaques avec le Covid-19, c'est-à-dire télécharger, appuyez ici, vous allez avoir des kits pour votre entreprise, vous allez avoir des masques, vous allez avoir de l'aide. Voilà, ou des attaques directement sur de phishing ou tout ça. Donc ça a pas mal augmenté. Il y a aussi toutes les attaques autour des ransomware. On va le voir tout à l'heure. Vous avez aussi pas mal d'attaques via l'internet des objets connectés, que ça peut être une imprimante, ça peut être une caméra, ça peut être une télé connectée. Donc voilà pour ce qu'il en ressort à date d'aujourd'hui sur 2020. Et vous avez même aujourd'hui aussi les drones. Qui vous permettent finalement d'être surveillés et de pouvoir derrière récupérer vos données. Alors, qui est touché par ces cyberattaques? Parce que c'est vrai que souvent dans les médias, on va parler. Donc, je ne citerai pas aujourd'hui de nom, c'est pas le but. Hein, mais on en a entendu parler. Ça fait les médias parce qu'elles sont connues et c'est vrai que ça fait plus de bruit qu'une entreprise voilà qui est plus petite. Mais 43% des cyberattaques visent les PME. Et j'ai envie de dire même, c'est celles qui sont les plus vulnérables, parce que malheureusement, souvent, elles n'ont pas, voilà, de personnes qui sont experts en réseau, qui sont experts en cybersécurité. Du coup, ça fait un peu peur de se dire. Voilà, on va mettre les mains un peu là-dedans, et puis de toute façon, je risque rien, ça arrivera qu'au grand. J'avertis, voilà, il faut vraiment tout le monde a des données personnelles. Toutes les entreprises, même la personne qui a un employé, ne serait-ce qu'en ayant un employé, finalement, vous avez automatiquement ses feuilles de paye, vous avez son numéro de sécurité sociale, vous avez des partenaires, vous avez des clients, vous avez vos données de compte en banque, vous avez des données personnelles confidentielles, des business plans, des documents hyper sensibles. Et finalement, tout le monde, toutes les entreprises ont vraiment des données sensibles et confidentielles. Donc, finalement, ça attire tout le monde, ça attire tous les cybercriminels. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais tous les appareils, toutes les machines, tous les outils qui sont connectés au réseau, du moment que vous êtes connecté au réseau, hors le fait, comme on l'a vu avec Laetitia, la partie physique, vous êtes automatiquement ouvert à des cyberattaques, puisque une cyberattaque va rentrer par votre réseau. Donc, un smartphone, un ordinateur portable, un IoT, Internet of Things, qu'on appelle aujourd'hui les objets connectés, tout ça, voilà, il faut faire attention, il faut s'assurer de bien les sécuriser on verra tout à l'heure de bien, par exemple, changer les mots de passe qui sont par défaut. Donc, finalement, même l'imprimante ou même la télé connectée, il faut s'assurer qu'elle soit protégée et pareil pour toutes les machines au niveau du réseau industriel. Les attaques à la mode, l'hameçonnage. Donc là, le but, c'est d'obtenir vos données personnelles, numéro de carte bleue, date de naissance, des informations confidentielles sur l'entreprise. Et là, elles sont à hauteur de 24%, parmi toutes les attaques à la mode que l'on retrouve. Le malware, c'est de manière générale, le but c'est d'infecter votre réseau, d'infecter vos machines et après de se répandre dans tout le réseau et d'attaquer tout le réseau et toutes les machines et de récupérer finalement toutes les informations ou même de pouvoir prendre à distance directement la main sur une machine. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être de faire changer le four, au lieu de le faire passer à 40, de le faire passer à 120 degrés. Et imaginez les dégâts que ça peut avoir. Ça peut aller jusqu'à une explosion ou à faire prendre feu à l'usine. Le ransomware, là, le but, c'est de crypter vos données, de vous dire, si tu veux les récupérer, tu payes. Et à ce moment-là, tu récupéreras tes données.
Donc voilà, c'est en échange d'un moyen de paiement. Et là, le conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout ne payez pas, avertissez les autorités pour qu'ils vous aident, à essayer de déceler, puisque dans les autorités spécifiques aujourd'hui de cybersécurité, ils ont les moyens de pouvoir remonter les réseaux. L'arnaque au président, c'est aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, voilà, le fait qu'on ouvre de plus en plus les informations à l'extérieur, c'est d'appeler souvent le service de comptabilité, lui dire bah, écoute, oui, c'est moi le patron, fais-moi un virement vite en urgence, je t'expliquerai pourquoi après. Fais-le sur ce compte-là, c'est mieux, c'est une urgence, voilà. Donc finalement, c'est se faire passer pour le PDG de la société et après se faire verser de l'argent. Et ça, aujourd'hui, ça représente 6% des cyberattaques. Donc, face à ces cyberattaques, souvent, on voit dans 39% des cas, c'est des cyberattaques qui se font entre la chaise et le clavier. C'est-à-dire que c'est nous, l'humain, on reçoit un email, un phishing, on clique, on utilise notre ordinateur pour des données, pour regarder des informations, on va cliquer sur une bannière. Des logiciels non mis à jour. Quand je parle de logiciels, c'est tous les logiciels, autant que ce soit les logiciels purement informatiques, mais ça peut être aussi dans les machines, dans tous les outils. Il faut mettre les mises à jour. Si vous avez des doutes, vous vous renseignez, mais souvent les mises à jour sont des évolutions de fonctionnalités, mais c'est aussi ce qu'on appelle des patchs de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une faille qui a été détectée et à ce moment-là, en mettant la mise à jour, vous allez réparer la faille. On l'a vu il y a 3 ans, les dégâts que ça a fait, par exemple avec WannaCry. Les sites web peuvent être anciens, pas sécurisés. Donc aujourd'hui, voilà, il faut faire attention et s'assurer qu'il est bien sécurisé parce qu'après, ça peut donner accès à votre e-boutique, par exemple. Le fait d'avoir des manques de solutions ou de produits de cybersécurité, tout simplement. Quels sont vos impacts? Parce que voilà, aujourd'hui on a parlé, ok, il y a des cyberattaques, ça peut ralentir votre production. Si vous devez couper un îlot, si vous devez arrêter votre réseau et votre production pour pouvoir chercher, réparer, diagnostiquer, auditer, pendant ce temps-là, c'est plus de production. Donc si vous produisez plus, vous pouvez plus vendre et du coup automatiquement derrière, ça vous baisse la productivité. Ça peut être la productivité des machines. Mais si vous coupez aussi le réseau de manière générale, les ordinateurs, ça peut être ne plus avoir accès à des logiciels de stock, par exemple à des logiciels de comptabilité. Donc voilà, c'est aujourd'hui tout est informatisé. Quand il faut repasser à la méthode ancienne, c'est plus compliqué. Les sites web inaccessibles, c'est-à-dire que voilà, comme il y a eu un problème, pour éviter que les gens viennent se connecter et soient victimes de la cyberattaque, vous coupez votre site web qui est souvent votre image ou qui peut vous servir aussi de e-boutique. Donc là, c'est automatiquement votre notoriété qui peut être remis en question. Et automatiquement, tout ça, baisse de production, baisse de productivité, site web, ça amène des pertes financières. On peut aller jusqu'à, on l'a vu récemment pour un grand groupe, redressement judiciaire. L'impact a été tellement important, les dégâts ont été tellement importants que derrière, pour se relever d'une cyberattaque où, par exemple, il y a eu plus d'1 mois d'arrêt, voilà, ça peut avoir de grosses conséquences et voilà, vous pouvez aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Les préjudices, comme j'ai dit, 8 semaines pour réparer les dégâts. Entre le moment où on détecte, chercher à savoir quelles sont les machines qui ont été touchées, qu'est-ce qui s'est passé. On peut aller jusqu'à 100 000 à 500 000 euros de préjudice, de perte. Là, si vous comptez, par exemple, les salariés qui ont arrêté de travailler, l'arrêt de la production, plus de sortie d'usine. Et c'est ce que je vous disais, du coup, on peut aller carrément jusqu'au redressement judiciaire. Donc, voilà, face à ces cyberattaques, bien sûr, on peut les éviter et c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment? Tout d'abord, c'est aussi former les salariés, faire des formations et justement, on va voir comment, voilà, les gestes, ce que j'appelle moi avoir la cyberattitude, voilà, au quotidien.
Les mots de passe, tous les mots de passe que vous avez, que ce soit pour n'importe quelle machine, que ce soit aussi pour n'importe quel outil au niveau de la communication réseau, il faut changer les mots de passe. C'est des mots de passe standards. Bon, il faut savoir que par exemple nous sur nos produits, ils sont chacun est différent, mais voilà, il faut quand même mettre vos propres mots de passe. Ils sont bien sûr confidentiels. On évite de mettre le mot de passe qui permet de gérer, de rentrer sur le site web pour manager son switch. On évite de le mettre sur son petit cahier à côté ou de le mettre directement sur l'ordinateur. Je pense que si on regarde beaucoup dans l'entreprise, si on ouvre les cahiers, je pense que voilà, on peut avoir de belles surprises. Un mot de passe unique pour chaque compte, parce que finalement, le premier réflexe, si on a trouvé un mot de passe, ben on va on va réessayer le même pour tous les autres. Et c'est parce qu'on sait très bien que c'est plus facile à retenir. Donc, ce qu'on fait nous, ben, les autres ont tendance malheureusement à le faire. Des mots de passe complexes. Le mot de passe papa, maman, qui est beaucoup utilisé, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors des fois, c'est vrai que j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je suis allée jusqu'à 8, je suis sécurisée. Non. Généralement, ce qu'on conseille, c'est un caractère spécial, un arrobase, un point d'exclamation, majuscule, des lettres et derrière des chiffres. En général, on dit un mot de passe qui est fort aux alentours de 12 caractères. Alors, je suis d'accord, ça fait beaucoup, mais quand on voit les dégâts que ça peut faire, ça peut vraiment valoir le coup de prendre le temps de faire des mots de passe complexes. Et puis après, vous avez des outils aussi qui permettent de gérer tous les mots de passe. Vous avez, j'en ai déjà parlé, les clés USB, il faut se méfier. De manière générale, c'est pour ça que nous, on ne préconise pas de branchement direct aux machines. Éviter, même pour des personnes qui font la maintenance, on va le voir, c'est pour ça que je parlais de télémaintenance dès le début. Privilégier la télémaintenance grâce à nos produits. Vous pouvez ouvrir des tunnels VPN et déterminer qui a accès à quelle machine. Et même, vous pouvez, si vous êtes administrateur, vous pouvez à un moment donné les expulser si vous trouvez que un de vos partenaires ne s'est pas déconnecté. Par exemple, il a peut-être fini voilà, de faire l'intervention, mais par réflexe, il s'est pas déconnecté. Donc, vous aussi, vous pourrez. Les sites web sécurisés, c'est simple, vérifier qu'il y ait HTTPS, le S de sécuriser à la fin de HTTP et du coup qui est au début de votre adresse, de l'adresse. Évitez de se connecter sur des réseaux inconnus et encore plus des réseaux non sécurisés. Pour vous connecter sur des réseaux, pensez au tunnel VPN, lire votre adresse, vous lire vos boîtes mail, à l'accéder à vos dossiers de l'entreprise, obligatoirement des tunnels VPN. On va voir ce que c'est. Donc là, maintenant, on va passer plus vraiment dans la partie pure industrielle. Donc, vous avez le pare-feu, en anglais firewall. Là, le but, c'est finalement de bloquer les entrées extérieures et les entrées inconnues. Donc, finalement, vous déterminez qui peut venir communiquer avec vos machines. Nous, grâce à nos produits, pour faciliter la mise en place, le but est de créer des listes blanches. Vous avez une liste blanche et en parallèle, vous avez les listes noires. Donc, les listes noires, c'est ce que vous refusez, c'est ce que vous ne voulez pas, et les listes blanches, c'est ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça, c'est plus facile de dire ça, je le veux parce que ça, je connais mon réseau, plutôt qu'inversement, on a plus de listes noires que de listes blanches. C'est pour ça que nous, on privilégie de créer des listes blanches. Donc, les communications que vous voulez autoriser. La télémaintenance, comme je vous le disais, c'est VPN. C'est tout simplement, c'est entre votre ordinateur et votre machine. Vous créez une connexion virtuelle et cette connexion virtuelle, entre guillemets, ce qu'on appelle, elle va être dans un tunnel. C'est-à-dire que personne d'autre ne pourra venir s'immiscer dans cette communication. Donc, finalement, seule la personne que vous avez autorisée pourra discuter avec la machine. Donc, personne pourra venir voir ce qui se passe. Par exemple, personne pourra venir voir aussi les informations qui circulent.
Aujourd'hui, nous, certains de nos produits l'ont en option et on peut aller jusqu'à 250 tunnels VPN. 250 tunnels VPN, c'est déjà énorme. Et nous, on a voilà, une version cloud qui permet à distance de faire de la télémaintenance en permanence. 16 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Et comme ça permet de n'importe où de pouvoir, si vous avez des machines qui sont à l'étranger ou qui sont dans le sud et vous êtes dans le nord de la France, voilà, vous n'avez plus qu'à vous loguer à votre session et vous rentrez en contact avec ta machine. Bien sûr, c'est sous IPsec et OpenVPN client. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de détecter des modifications des fichiers ou des documents qui ont été mis sur votre serveur. Donc là, on n'est pas dans de la prévention. J'insiste vraiment, on est vraiment dans la partie où je vais voir, on va m'alerter que ce fichier a été modifié. Donc, c'est peut-être normal, mais au moins, vous êtes averti. Si c'est pas normal, vous pouvez aller voir et vous pouvez, à ce moment-là, vous intervenir. Mais là, le produit n'intervient pas, il ne bloque pas. Mais par contre, il vous alerte. Donc, ça vous dit, attention, là, il y a eu une modification et c'est vous qui voyez si c'est normal ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le CIFS, Integrity Monitoring, qui est aussi en option sur certains de nos produits que l'on va voir maintenant, rapidement. Donc, j'insiste bien, c'est vraiment des pare-feux industriels qui ont été conçus pour le milieu industriel, donc ils peuvent être intégrés directement dans des usines. On a plusieurs formats. Vous avez complètement à gauche la partie qui peut se mettre sur un PC. Vous avez le nouvel M-Guard que l'on va voir rapidement tout à l'heure parce qu'il est quand même unique sur le marché, donc on va faire une petite aparté dessus. À droite, vous avez les M-Guard qu'on appelle 2000 et 4000 qui, eux, ont bien sûr du VPN, ont la fonction NAT, peuvent aussi faire du switch. Vous avez le petit switch dessus qui est comme une petite souris qu'on va plugger à son ordinateur et qui là va on va pouvoir se connecter directement aux machines en toute sécurité. Et le dernier, qui est le long, qui est là, on est plus sur du data center, qui est le plus performant chez nous. Donc, en fait, pareil, c'est M-Guard, comme pour nos switches, ils ont un portail web de management. Je vais finir cette partie-là sur le nouveau M-Guard, le 1102 et le 1105, qui sont conçus spécialement pour des gens qui n'ont pas d'expertise réseau. C'est-à-dire que vous n'avez pas de compétences, c'est pas un problème, puisque vous allez pouvoir les mettre, les brancher et automatiquement, vous avez une fonction qui s'appelle Easy Protect Mode, qui est là où en fait votre M-Guard va apprendre le réseau. Il va vous détecter toutes les communications et automatiquement, après, ça va être celui-là, cette communication est autorisée, elle n'est pas autorisée. Et vous avez le deuxième mode qui est l'assistant par feu qui va vous sortir toutes les communications et qui va vous dire est-ce que celle-là, vous la voulez ou la voulez pas. Donc voilà, on a vraiment une gamme complète qui permet de protéger l'accès aux machines et le réseau purement industriel. Donc, pour finir ce webinaire, avant de passer aux questions-réponses, le réseau, c'est vraiment la base de votre entreprise, de votre usine et de votre outil finalement de production et de votre activité. Donc, comme on l'a vu, il faut que votre réseau soit fiable et il soit robuste. Il faut aussi qu'il soit sécurisé, donc comme on l'a vu de manière physique, pour éviter que des gens physiquement puissent venir se plugger au réseau, mais aussi voilà, de manière aussi plus cybersécurité via les moyens de réseau, l'Ethernet. Donc voilà pourquoi aujourd'hui ces deux points sont essentiels à la continuité de votre business et de votre entreprise. Donc voilà, maintenant on peut passer aux questions que vous avez posées durant le webinaire.
Alors, je vais me faire le porte-parole. Donc, plusieurs questions. Le document projeté sera-t-il dispo en fin de webinaire? À ma connaissance, oui. Cyril, chez RS, peut peut-être prendre la main à ce sujet. Je pense que ce sera sur la chaîne YouTube RS. Le temps de revenir, désolé. Le document, oui, il sera disponible, le replay sera disponible sur YouTube dès jeudi, sur notre chaîne. Le document, je ne sais pas. Okay. Seconde question. Longueur de la transmission max de la fibre. Alors là, c'est plus dans ma partie. Donc, en fait, tout va dépendre de la typologie de fibre que vous allez prendre. Déjà, la monomode ou la multimode. Donc, la monomode, c'est ce qu'on appelle en anglais la single mode. Donc, même dans celle-ci, il y a déjà deux catégories. Il y a la OS1 et la OS2. Donc, celle-ci, particulièrement la OS2, sont dédiées à des applications très longue distance, de plusieurs, voire dizaines de kilomètres, mais plusieurs kilomètres, ça c'est sûr. Et après, dans la multimode, vous avez 4 segmentations qui sont l'OM1, 2, 3 et 4, qui, de par leur construction, donc du coup sont différenciées, et vont aussi aller à des applicatifs complètement différents. Ce qui fait que, par exemple, une OM4 va avoir une typologie plus pour des data centers, par exemple. Voilà. Donc, en fait, tout dépend de la typologie de fibre qui sera décidée. Et une dernière question, le Easy Protect Mode est-il livré avec une base de départ? Alors, qu'est-ce que vous appelez par base de départ? En fait, au moment où vous allez plugger votre mGuard, alors vous me dites si je réponds à la question ou pas, et dans ces cas-là, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me réexpliquer votre point de vue. Une fois que vous allez brancher votre mGuard, vous allez devoir faire au niveau des alors je sais pas, là vous allez voir voilà, ici, en haut, là, vous avez le U1 ici. Sur le mGuard, vous allez devoir faire un pont entre le US et U1. Et à ce moment-là, du moment que vous avez fait ce pont-là, ce qu'on appelle aussi en anglais ce bridge, automatiquement, il va se placer en mode Easy Protect. Donc, vous n'avez rien à faire, juste à vous assurer de faire un pont, Et à ce moment-là, il va automatiquement se détecter en Easy Protect Mode et là, il va tout seul apprendre. Mais automatiquement, vous êtes quand même protégé, même le temps qu'il est en Easy Protect Mode. Voilà, il est quand même là pour vous protéger. Donc, vous n'êtes jamais, j'ai envie de dire, à découvert ou sans protection. Est-ce que j'ai répondu à la question ou c'était pas dans ce sens-là? C'est peut-être dans le chat, dans ces cas-là. Oui, non, mais je pose une partie des scénarios d'attaque. Oui, automatiquement, il va bloquer. En fait, il connaît pas les attaques, mais il va bloquer les entrées. Donc, automatiquement, il est bloqué. C'est juste que là, il va tout vous bloquer. Donc, c'est après où là, vous allez dire, non, mais celle-là, cette communication, elle est autorisée, c'est mon automate, donc c'est normal qu'il communique. Et après, si vous voulez, vous avez vous avez d'un côté, par exemple, votre machine, vous avez votre mGuard, et après, vous avez l'extérieur. Donc, si vous voulez, le monde extérieur ne pourra plus ne peut pas déjà communiquer avec le monde intérieur. Donc, il n'y a pas de discussion possible avec la machine. Et quand il est passé en mode, quand vous avez défini les communications autorisées ou non autorisées, si par exemple vous décidez que celle-là n'est pas autorisée, si vous faites un test, vous allez voir automatiquement que vous ne pourrez pas accéder à la machine. Petit bloc automatiquement toutes les entrées. Oui, il bloque tout par défaut. Le déblocage se fera à la demande pour les machines. Oui, en fait, c'est ça. C'est après, vous allez dire, OK, cette adresse, je sais que c'est mon automate. Cette adresse-là, je sais que c'est ci et c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là où vous allez ouvrir les portes. La communication. Okay. De toute façon, c'est toujours, même en VPN, de manière générale, en VPN, je parle pas le dernier ne fait pas le 1102 et le 1105 ne font pas la fonction VPN parce que ils sont vraiment purement par feu.
parce que c'est deux choses différentes, le pare-feu et le VPN. Le pare-feu, il va protéger votre machine qu'on s'intègre sur le réseau, et le VPN va permettre de prendre à distance en main la machine. Et automatiquement, voilà, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est ouvert. Et même en VPN, en fait, votre machine communique avec l'ordinateur, mais c'est pas, elle est sortante, puisque en fait, c'est une communication sortante de votre machine ne risque rien. Par contre, une communication entrante, c'est là où c'est le danger. C'est parce que votre communication, elle est entrante. Bon, y aurait-il d'autres questions? Rapidement débloquer les adresses de télémaintenance. Alors attention, celui-là ne fait pas la télémaintenance. Le 1102 et le 1105 c'est vraiment la fonction pare-feu, NAT, et le 1105 fait du switch non manageable, mais le 1105 ne fait pas du VPN. C'est seulement certaines fonctionnalités, certains produits 2000 et 4000 qui font du VPN. Suivant la référence que vous avez déjà des fois 2 ou 10 ou tunnels intégrés, et après c'est en option. Ok. Voilà. Merci. De rien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Donc apparemment, il n'y a plus de questions. Donc si nous n'avons plus de questions, on va terminer ce webinaire. Merci mesdames pour cette présentation. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Comme je l'ai déjà dit pendant les questions, vous retrouverez très vite l'intégralité du webinaire sur notre chaîne YouTube RS Component France. Si de nouvelles questions arrivent plus tard, vous pourrez également les poser dans les commentaires de la chaîne. Et pour ma part, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon après-midi.